Mardi 19 mai 2026, un peu plus qu'un mois avant le repêchage de la Ligue nationale, puis on sait maintenant que les Canadiens de Montréal vont repêcher soit 28, 29, 30 ou 31. Aujourd'hui, petit épisode rafale, épisode pas mal axé, je dirais, sur les cartes cachées, les joueurs souvent oubliés, les joueurs sous-estimés, certains boom potential, ou à l'inverse même des joueurs que je pense qui sont en ce moment surestimés. Je fais ça sous forme de différents top 5, puis il va même avoir un top 5 des meilleurs noms. En fait, je dis top 5, ce ne sera pas vraiment des top 5, c'est plutôt des groupes de listes de 5 noms sans ordre précis, dans à peu près, je pense, entre 10 et 12 catégories. Fait que bref, il va être question d'environ 50 joueurs aujourd'hui au total quand on regarde ça. C'est pas mal. Fait que, tu sais, si vous êtes en mode rattrapage pour vous mettre dedans en vue du repêchage, il y a des noms que vous avez peut-être jamais entendu parler, de qui va être question ici. Puis si vous êtes un fervent amateur du repêchage, je vais me prononcer sur certains de ces noms-là que on entend peut-être moins parler, justement. Puis, c'est ça. En jasant de ça, je vais vous glisser quelques noms que je pense qui pourraient être des cibles intéressantes pour le Canadien de Montréal, surtout là, les choix en fin de première ronde, là, parce qu'après ça s'ouvre tellement que ça dépend vraiment de qui est disponible. Mais pour les choix, mettons, fin de première ronde, je vais vous glisser quelques idées de qui que le CH pourrait mettre la main dessus. Puis, restez jusqu'à la fin, parce que je vais y aller également de 5 prédictions audacieuses en vue du repêchage 2026. Puis, mise au point, avant de débuter, par rapport à la partie 2 du mock draft que je vous avais promis, sous condition que vous écriviez on veut la deuxième partie bitch en commentaire sous la dernière vidéo. Puis vous avez très bien répondu à l'appel. Merci, j'apprécie beaucoup. Là, vous vous demandez, coudonc, on s'est forcé, on l'a traité de bitch, puis il n'a pas sorti la deuxième vidéo. J'avais du temps de prévu pour travailler là-dessus, mais le problème, c'est que j'ai mis ce temps-là sur autre chose. J'ai travaillé sur la vidéo sur la chaîne d'Elite Prospects dans laquelle David Saint-Louis parlait de notre classement d'avril. Ça m'a tiré quand même beaucoup de jus, puis j'ai pas eu de temps pour faire la deuxième partie du mock draft. Puis là, en tout cas, bref, on fast forward, ça fait déjà quelques semaines, voire même un mois de ça. Je suis plus prêt, en fait, de sortir mon mock draft final et évaluation finale que cet épisode-là. Fait que je pense, je vais laisser ça de côté. La version audio, elle existe sur les plateformes audio si vous voulez l'entendre, mais je trouve déjà qu'il y a des affaires qui ont moins bien vieilli, que je pense pas ça qui va se passer. Puis il y a des observations également qui se sont raffinées au fil des dernières semaines, parce que ça va vite en ce moment. Fait que ouais, je pense plutôt que je vais essayer de vous sortir la deuxième partie, mais lors de mon méga mock draft final. Puis ça va être encore mieux. Vous allez voir, ça va être encore plus précis, encore plus dingo. Fait que c'est ça. Ça s'en vient dans pas long d'ici le repêchage. Fait que on se lance. Avant de dernière chose, ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Simon. Je déroge souvent. Puis oui, un autre scout qui s'appelle Simon. Moi, je suis scout chez Elite Prospects. Puis les opinions que je vous partage aujourd'hui ne reflètent pas nécessairement les opinions de notre équipe de scouts, mais je ferai quelques parallèles par rapport à ça. Puis d'ailleurs, notre guide du repêchage va sortir au cours des prochaines semaines, ainsi que notre classement final. Des belles surprises, des belles choses. Puis ceux qui ont l'abonnement premium de Elite Prospects, donc EP Premium, le guide du repêchage est disponible tout à fait gratuitement. Et si vous n'avez pas l'abonnement Premium, BLG 30 pour 30% de rabais sur votre abonnement annuel. Donc, l'épisode profond dans lequel je vous parle d'une cinquantaine de joueurs divisés en catégories, pas de classement précis, mais bref, je commence avec une catégorie que vous attendez fort probablement, les 5 attaquants méconnus au gros potentiel à mon avis, mais bref, plus mes cartes cachées. Les joueurs que j'aime toutefois probablement plus que ce que je devrais, mes coups de cœur si on veut. Puis il y a quelques noms là-dedans que vous avez peut-être moins entendu parler. Le premier, c'est Pavel Martinook, mon obsession des derniers mois. Ça en est rendu un running gag, en fait, chez EP. Puis je me sens un peu seul sur ma planète, donc je vous partage un peu ça. Je comprends les réticences des gens à son égard. Puis il n'est même pas classé par la centrale de recrutement, là, je pense. Pavel Martinook, centre 6'5", 216 livres, qui évolue en USHL pour Sioux City, mais qui a vraiment pas été productif. Puis la raison est simple, c'est qu'il joue environ 8 minutes par match sur un quatrième trio sans unité spéciale.
C'est pour vous donner une idée avec qui il joue entre autres avec Max Anderson, un overager non repêché qui a 27 points et 199 minutes de pénalité cette saison. Fait que bref, c'est pas un scénario idéal pour Pavel Martinook. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu malgré tout. Puis je pense que j'en avais parlé en fait dans un épisode passé, mais je vous le réitère pour ceux qui se joignent à nous. C'est un joueur que je trouve très solide défensivement. Il est bon le long des bandes. Il a une très belle vision également. Il pense la game vite. Il a un bon tir. Il est bon en transition. Je l'ai vu là, générer beaucoup de chances de marquer en contre-attaque. C'est un gars qui a des belles idées de playmaking également. Le problème, c'en est quand même un pas pire, c'est son patin. Il a un patin quand même un petit peu problématique. Vu ses grandes jambes et tout ça, il est quand même capable de générer une certaine puissance en ligne droite. Je l'ai vu réaliser des beaux cutbacks également pour évader la pression, mais c'est pas un gars nécessairement agile. Mais justement, auprès des scouts chez EP, je le vendais comme étant le troisième frère Protas perdu dans la brume. Fait qu'évidemment, c'est un peu à la blague que je disais ça, mais il y a quand même un fond de vérité. Puis j'espère vraiment que ça va se réaliser. Puis même dans un rapport récent, je disais qu'il me faisait penser à Václav Nestrasil la saison dernière, mais avant que Nestrasil commence à jouer sur un top 6. Parce qu'on se rappelle, Nestrasil, il jouait en USHL, puis jusqu'en décembre ou janvier, il avait un rôle très limité sur un quatrième trio. Il a ensuite monté sur un top 6. Il s'est mis à produire et c'est là qu'il a grimpé dans les listes et qu'il a éventuellement été repêché en première ronde. Mais Martinook n'a jamais eu cette chance-là. Puis je pense que s'il avait eu cette chance-là, il serait probablement un choix de deuxième ronde en ce moment. Mais là, avec un aussi faible échantillon, isolé sur un quatrième trio d'une ligne faible, je pense qu'il sera peut-être même pas repêché. Ça reste que c'est un de mes coups de cœur. Puis je me trompe probablement, mais je veux vous en parler. Le prochain, c'est Alan Shaiklislamov, ailier gaucher de 6 pieds 1 qui évolue en MHL en Russie. 35 points en 31 rencontres. Rien pour appeler sa mère, mais c'est quand même pas mal. Un joueur relativement simple à décrire, je vous dirais, un ailier très puissant, avec un excellent lancer, un patin projetable, mais un sens du jeu et une vision possiblement sous la moyenne. Il peut quand même distribuer la rondelle, mais il garde les choses simples. Puis c'est pas un play driver créatif ni proactif. C'est plus un gars direct, un gars nord-sud. Les contact skills sont là. C'est un gars qui a du chien, un bon moteur. Le lancer, comme je disais, est possiblement de calibre LNH. C'est un gars qui a des idées de protection de rondelle également, mais je pense qu'il manque peut-être un peu d'agilité sur patin. Mais c'est ça, c'est un gars puissant, puis je pense pas que son patin va être un enjeu vu justement ses autres qualités et ses atouts physiques. Fait que bref, tout est là, je pense, pour qu'il y ait une porte d'entrée dans la LNH en termes de joueurs de profondeur. Je pense que c'est le genre de joueur justement qui va rouler sa bosse, montrer qu'il est capable de jouer un rôle plus d'énergie, plus robuste. Il va pouvoir peut-être joindre la LNH comme ça et possiblement monter plus haut dans l'alignement parce que, comme je disais, il a le lancé. Fait que c'est peut-être une future bougie d'allumage avec une touche de marqueur. C'est ce que je vois en Alan Shaiklislamov. Mais bon. Encore là, on parle de cartes cachées de gars qui feront peut-être jamais la LNH, là, mais je vais vous en parler. Le prochain, c'est Jonas Lagerberg Owen. Celui-là, c'est un des cas les plus intéressants, je vous dirais, du repêchage et définitivement un nom à garder en tête. Puis je pense pas vous en avoir parlé encore. Ailier droit, 6 pieds 2, 16 points en 9 rencontres en U20 national en Suède, dont 9 buts. Donc 9 buts en 9 matchs. Mais c'est ça, 9 matchs. Il a juste joué 9 matchs cette saison. Saison terminée abruptement en octobre. Blessure au genou qui a nécessité une chirurgie. Mais en tout cas, j'ai ouï dire, je pense qu'il sera en mesure là, de revenir et de se remettre en forme là, cet été. Mais il a quand même perdu un an carrément dans son développement. Mais c'est ça, joueur de talent, avec un gabarit de la LNH à 6 pieds 2, un joueur qui a la vitesse, les mains, le pace, le tir de calibre professionnel pour devenir un attaquant top 6 dans la LNH. Je pense que l'upside est là. Il y a beaucoup de son jeu, toutefois, qui tourne autour de l'abus de son talent. Puis le sens du jeu, en tout cas, c'est pas clair. Avec juste 9 matchs, j'ai pas vraiment pu avoir un échantillon clair de ça. Fait que tu sais, c'est loin d'être une sure shot. Puis évidemment, c'est ça, comme je dis, là, saison manquée qui vient impacter grandement son développement. Mais à mon avis, c'est un des joueurs au plus haut plafond, dépasser le top 50. Puis je pense que s'il avait joué toute la saison,
sélection. Ça aurait été possiblement un choix consensus de deuxième ronde. Fait que gardez un œil là-dessus. Jonas Lagerberg-Owen. Puis en tout cas, mon petit doigt me dit qu'il va être pêché plus tôt que tard. Puis c'est pour ça que je vous en parle. Le prochain, Jakub Frollo. Un peu un cas similaire, mais sans la blessure à Lagerberg-Owen. Ailier 6 pieds 1, 194 livres. Mais bon, moins skilled, je dirais que Lagerberg-Owen, c'est pas un choix de deuxième ronde ici, Jakub Frollo. Puis je pense que c'est ça, justement, qui rend un peu sa projection incertaine. C'est qu'il est très talentueux, c'est un gars flashy, mais qui manque d'exécution. Ça fait que son potentiel d'évoluer sur un top 6 est incertain parce qu'il n'a pas le niveau high-end pour dire c'est un sure shot top 6. Puis en contrepartie, c'est que le jeu de contact puis le jeu sans la rondelle n'est pas nécessairement là non plus pour lui projeter une certaine B-game. Donc, si le gars il est pas assez robuste ou bon défensivement pour jouer sur un bottom 6, s'il n'est pas assez bon offensivement pour jouer sur un top 6, c'est quoi sa chaise n'est pas clair. Peut-être un gars de milieu d'alignement, surtout dans une équipe qui aurait peut-être un système axé vraiment plus sur l'attaque, peut-être sur une troisième ligne, c'est le genre de gars qui pourrait venir dépanner là, mais les chances sont qu'il n'y aura peut-être pas de carrière LNH, puis mais dans une cuvée qui manque de joueurs talentueux au haut upside, je pense que Jakub Frollo est un beau bet à prendre parce qu'il y a du talent, il y a le gabarit correct à 6 pieds 1. Fait que moi, c'est le genre de gars sur qui je prendrais une chance en milieu de repêchage. Le dernier, mais non le moindre, de la catégorie de mes coups de cœur, des joueurs peut-être plus méconnus, Brody Papoy. Un gars que je vous ai déjà parlé, un autre meme, je dirais, dans notre équipe chez EP. Juste pour le nom Brody Papoy, ça vaut la peine d'en parler. Mais c'est un gars que plusieurs d'entre nous aimons de manière déraisonnable. Puis c'est un gars qui a peu de chances de faire la ligue. Encore là, ailier, gabarit transposable, mais ce qui le rend spécial, c'est qu'il y a peu de joueurs qui jouent avec autant de dynamisme que lui, mais aussi avec autant de chaos. C'est le genre de joueur qui essaye toujours de quoi, puis ça marche pratiquement jamais, parce qu'il n'y a pas l'agilité ni le patin pour pull off les jeux qu'il essaye de faire. Mais c'est un joueur intense qui abandonne jamais sur le jeu, qui a peur de rien, qui est désorganisé, mais qui est capable de jouer sur l'échec avant, capable d'amener de la robustesse, de l'énergie. Puis c'est ça le bout qui me donne espoir, peut-être même un peu plus que Frollo. C'est que peut-être ça va lui donner une porte d'entrée justement pour jouer dans la AHL et éventuellement dans la LNH. Mais il y a quand même beaucoup de choses à raffiner dans son jeu. Mais tu sais, les idées avancées de playmaking sont là. C'est un gars qui tente énormément de feintes. Puis Brody Papoy, quel nom le fun. Fait que moi, c'est un gars en qui je crois déraisonnablement, mais que j'aime vraiment beaucoup. C'est un des joueurs que j'ai le plus aimé regarder cette année. La prochaine catégorie, 5 défenseurs qui passent sous le radar. Évidemment, il y en a plus que ça encore, mais je vous en nomme 5 ici. Le premier, c'est Axel Brongel Larsson, un des bons défenseurs shutdown que j'ai vu en Suède cette année, en dehors des noms principaux, évidemment. Là, on ne parle pas de Malte Gustafsson et compagnie. Défenseur calme avec la rondelle, que je trouve qu'il identifie bien ses lignes de passe en breakout, qui ouvre de l'espace pour ses coéquipiers, qui est capable d'évader l'échec avant également. C'est aussi un des défenseurs que j'ai trouvé les plus agressifs du repêchage, qui tente des plaqués sans arrêt, qui joue avec un haut niveau de compétitivité. Le hic, c'est que Axel Brongel Larsson fait juste 6 pieds 1. Puis c'est un 6 pieds 1, mais qui n'a pas l'athlétisme, puis mettons la force puis la méchanceté, mettons d'un Jaden Struble ou d'un Radko Gudas, puis ces gars-là. Tu sais, je disais dans un rapport qu'il joue comme un défenseur de 6 pieds 4, mais malheureusement, il en fait juste 6 pieds 1. Puis c'est un 6 pieds 1 suédois. Je sais pas ce que ça veut dire. Fait que bref, ça limite quand même sa force et son range, 2 éléments critiques dans ce genre de style de jeu-là. Puis ce que je disais aussi dans le même rapport, en fait, c'est que s'il faisait 2 pouces de plus puis qu'il jouait en CHL, je pense que ce serait un choix top 50 parce qu'il est vraiment intéressant à regarder. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais limité par son gabarit, même si 6 pieds 1, on s'entend, ça reste dans la moyenne. C'est juste le combo gabarit et style de jeu qui a un petit glitch ici. Puis le problème, c'est qu'il n'y a pas tant l'offensive pour venir compenser ça. S'il amenait beaucoup d'offensive, Axel Brongel Larsson, je pense que là, il monterait dans les listes. Mais là, sans cette offensive-là, sans tant d'attrait élite, à part le fait qu'il est super bon shutdown puis qu'il est robuste, c'est dur de dire qu'il pourrait projeter, mettons, sur une deuxième paire ou comme un isolateur de première paire. Fait que ça reste un gars, peut-être un 6-7e défenseur de 6 pieds 1. À voir, mais personnellement, je l'aime beaucoup. Puis je pense que ça va être possiblement une belle valeur
plus tard dans le repêchage. Le prochain défenseur qui passe sous le radar, c'est Alexander Grunin, défenseur gaucher de 6 pieds 4 de la MHL. Je pense que juste chez EP qu'on l'a classé, chez Elite Prospects qu'on l'a classé. Je pense que même la centrale ne l'a pas classé. Puis la raison pour laquelle on l'aime est simple, c'est que c'est un des très bons patineurs de la QV parmi les défenseurs, et ce, à 6 pieds 4. Évidemment, c'est pas un patin du niveau de Chase Reed ou Carson Carrolls, mais je pense que je regarde un peu les grades qu'on a donnés aux défenseurs. Le patin, on lui a donné le même grade que Tommy Blyle, Ryan Lynn, Xavier Villeneuve et tout ça. Mais à 6 pieds 4. Fait que c'est plus un type shutdown, isolateur, mais comme je dis, il y a le patin, il y a la robustesse, le gabarit pour évoluer dans la Ligue nationale. La grosse critique envers Grunin, c'est peut-être le sens du jeu qui est peut-être pas assez développé pour jouer, mettons, sur une deuxième paire ou même sur une première paire avec un joueur plus talentueux. Mais moi, j'ai pour mon dire qu'il y a peu de défenseurs avec ce combo d'outils-là. Je veux dire, à 6 pieds 4, la mobilité, la robustesse. Moi, c'est le genre de joueur que je repêcherais en milieu fin de draft parce que c'est le genre de joueur que il y a tout pour au moins venir combler un poste, ne serait-ce que quelques années, et peut-être s'établir en fait comme excellent défenseur shutdown à long terme. Le prochain, c'est Jakub Florich, défenseur droitier de 6 pieds 3, qui a connu un fort U18, là, vous l'avez peut-être vu là-bas. Pour moi, Florich entre pratiquement dans le même tiers ou dans la même catégorie que les Juho Piparinen et Samu Alalaori. Qui sont en fait deux défenseurs droitiers mobiles complets qui devraient sortir relativement au repêchage. Florich, je dirais peut-être un peu moins offensif que ceux-là, même s'il y a d'excellentes séquences, sauf qu'en contrepartie, il est 2 pouces plus grand que Piparinen et Alalaori. J'ai trouvé très solide défensivement, ce genre de joueur qui referme les ouvertures, qui bloque les lignes. C'est un patineur fluide avec un bon maniement de rondelle également. Je trouve que Florich a un plancher élevé, puis je pense qu'il y a les outils pour devenir un petit peu plus. Fait quoi? Jakub Florich, gardez ça en tête. Les deux prochains sont deux Russes. Le premier, c'est Vlevolod Matveyev, défenseur droitier de 6 pieds 2, qui a joué autant en MHL qu'en VHL cette saison, sauf que production complètement anémique. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'il passe sous le radar. Mais c'est un défenseur que j'ai beaucoup aimé, même si mes visionnements sont peut-être un petit peu plus limités. Ce qui ressort beaucoup là, de Matveyev, c'est vraiment son patin. Là. J'ai trouvé que c'est un gars qui est très mobile dans les 4 directions, qui est explosif, c'est juste en technique de patin, là, c'est un gars qui a une belle posture profonde et tout ça. Avec la rondelle, il n'est pas nécessairement flashy, mais il est calme. Mais un peu comme Grunin, je pense que c'est son sens du jeu qui est pas clair. Puis c'est ça qui est dur d'évaluer avec les défenseurs de la MHL. Puis pourquoi que ces gars-là glissent souvent au repêchage? C'est que c'est dur d'évaluer le sens du jeu en MHL parce que c'est vraiment décousu comme ligue. Mais personnellement, j'ai aimé son jeu défensif. Il y a des flashs de robustesse également, quoique c'est inconstant d'une game à l'autre. La centrale de recrutement, contrairement à Grunin, l'ont en très haute estime. Ils l'ont 24e, me semble, parmi les patineurs européens. Je sais pas qu'est-ce que la Ligue nationale va en penser, mais Matveyev, droitier de 6 pieds 2, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Puis le dernier parmi les défenseurs qui passe sous le radar, c'est Yelisey Ryabikin, défenseur gaucher de 6 pieds 1, fils de Dmitri Ryabikin, repêché en 2e ronde par les Flames en 94. On s'en rappelle tous, ben non! Menteur, c'est sûr que vous le connaissez pas. Il a joué 0 match en Amérique. Mais bref, Ryabikin, ce que j'aime de lui, c'est son moteur. C'est un gars qui est vraiment intense, qui est robuste, qui a peur de rien, puis qui a montré une certaine progression dans sa prise de décision et son contrôle de rondelle en cours de saison, du moins dans les quelques visionnements que j'ai eus de lui. En fait, dans certaines games, Ryabikin montrait même une très belle capacité à bouger la rondelle. Des fois, c'était plus un style shutdown robuste, mais il y a des games qui étaient vraiment plus offensifs et puck moving. Fait quoi? Une belle wild card, je crois, ici, en Yelisey
Ryabikin. Puis je vous en donne un. J'ai dit que c'était des catégories de 5, mais là, il y en a un que je peux pas vraiment passer à côté. Je vais vous en parler, là, mais c'est parce que c'est un petit gars d'ici, Jean-Samuel Daigneault, défenseur québécois gaucher de 6 pieds 3 qui évolue en USHL. Mais je sais pas s'il va être repêché, Jean-Samuel. Je pense que la centrale l'a retiré de sa liste. Mais bon, Jean-Samuel, il a assurément du développement à faire côté défensif, puis avec son jeu, dans son jeu avec la rondelle. Je pense qu'on le voit sur la feuille de pointage. Toutefois, c'est à mon avis un des 5 joueurs les plus violents de tout le repêchage. Un chasseur de tête, un joueur robuste qui chasse les plaqués, qui joue avec agressivité. Un gars là, qui joue du hockey de série, là, un gars old school, 6 pieds 3, bon patin. Moi, c'est le genre de gars que, personnellement, je repêche plus loin dans le draft. Peut-être qu'il va pas joindre la Ligue avant les 7 prochaines années, mais je pense que c'est le genre de gars que tu veux dans ton club école. Puis que le temps venu va faire son chemin dans la Ligue nationale parce que c'est un gars travaillant, puis avec un style de jeu, je pense que les équipes raffolent. Jean-Samuel Daigneault. La prochaine catégorie, c'est les 5 joueurs qui ont augmenté drastiquement leur valeur au cours des dernières semaines, entre autres en raison des séries dans la Ligue canadienne, mais également du U18. Et le premier, c'est le nom qui est sur toutes les lèvres, Tommy Blyle. En fait, que dire de Tommy Blyle, défenseur offensif, un des meilleurs bougeurs de rondelles du draft, qui a connu des fortes séries éliminatoires dans la LHJMQ, qui a même surpassé, aux yeux de plusieurs, Xavier Villeneuve, oui, le Lane Hudson québécois. Personnellement, j'ai encore Villeneuve une bonne trentaine de rangs devant Blyle, même si Blyle est un peu plus grand puis qui a mieux joué en série. Mais je réitère, en termes de projection, j'ai peut-être un petit peu plus confiance en Villeneuve parce que c'est ça qu'on fait, c'est de la projection dans la LNH et non de déterminer qui est meilleur en date d'aujourd'hui. Blyle, en fait, il excelle en transition, mais il me convainc pas toujours en zone offensive. C'est un gars qui va transporter la rondelle coast to coast à répétition, mais je trouve que ses jeux relèvent beaucoup d'utiliser son patin à son avantage plutôt que sa vision et sa créativité. Le patin va encore être démarquant, je pense, au niveau de la LNH, mais je pense que l'écart va se réduire. La défensive va être évidemment beaucoup meilleure dans la LNH. Puis je ne sais pas s'il va être autant capable de créer des avantages pour son équipe. Je trouve que c'est un gars qui décoche énormément beaucoup de lancers, mais c'est pas nécessairement le meilleur fabricant de jeu parmi les défenseurs offensifs. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon, il est quand même très bon, mais il y a d'autres options, je pense, plus transposables. Entre autres, Alexander Bilecki, je vais en parler plus tard. Mais, tu sais, je disais, dans ce sens-là, dans un rapport récent sur le site d'Elite Prospects, qui est disponible avec l'abonnement EP Premium, 30% avec BLG30, je disais dans ce rapport-là qu'il m'apparaît souvent comme étant un tireur de haut volume plutôt qu'un créateur d'avantages en zone offensive, du moins, parce qu'en transition, évidemment, qui crée des avantages. Il y a des bonnes mains, il y a une certaine deceptiveness, mais je le trouve pas autant crafty, mettons, qu'un Villeneuve. Pas un aussi bon passeur que Bilecki non plus. Défensivement, c'est très tough encore. Je pense qu'il s'est amélioré défensivement et physiquement, mais je pense qu'on parle pas de jeu projetable encore pour l'instant. Du moins, Tommy Blyle, ça demeure un des plus hauts plafonds offensifs du draft. Je pensais vraiment, sans contredire, un des 5 meilleurs défenseurs offensifs de cette QV-là, mais je pense qu'il est plus incertain que d'autres profils comme ça, puis devrait peut-être être isolé à 5 contre 5 dans la LNH. Puis je vois pas un profil de défenseur numéro 1 ou un gros mangeur de minutes. Je vois plus un Samuel Girard, c'est une comparaison là, qu'on a utilisée chez EP. Fait que, à suivre, mais tu sais, si c'est un Sam Girard, ça va être un bon joueur, ça va être un NHLer, mais je pense pas que c'est un choix top 15 comme qu'on a vu à certains endroits. Le prochain des joueurs qui a augmenté sa valeur dans les dernières semaines, c'est Wyatt Collin. Puis je vous en avais parlé avant le U18 de Wyatt Collin, que je disais, je m'attends de le voir connaître un fort tournoi, puis de grimper de manière drastique sur toutes les listes. Puis c'est exactement ça qui se pose. Fait que, petite tape dans le dos.
Si je me suis trompé sur le code Blyle, possiblement, je pense que Colin, j'avais quand même vu juste là-dessus. Puis d'ailleurs, j'avais collé la shot que ce serait un des coups de cœur à Snake, puis il a dit sur son podcast que Colin, c'était un de ses coups de cœur. Fait que ça aussi, je pense que j'avais vu juste. Mais bref, ailier, maintenant 6 pieds 1, parce qu'on rappelle, Wyatt Colin a grimpé, oui, a grandi de 5 pieds 5 pouces à 6 pieds 1 pouce en 1 an et demi, je pense. Fait que, bref, une poussée de croissance qui rappelle Beckett Seneca. Puis justement, sa montée dans les listes rappelle celle de Beckett Seneca. C'est pas un gars sorti de nulle part, le Wyatt Colin, là, chez EP, on l'avait là, autour de 20 cucks depuis cet automne. Là. Fait que c'est un gars qu'on avait à l'œil quand même beaucoup. Mais on voyait, en fait, il a été blessé, fait que ça l'a pas aidé. Mais quand il est revenu, on voyait là, que son jeu était en train de prendre une autre bonne coche. Puis quand il a été mesuré à 6 pieds 1 par la centrale, c'est sûr qu'il a pris un bon step dans notre classement. Puis tu sais, je parle de Beckett Seneca, mais Wyatt Colin rappelle quand même un peu le style de jeu de Beckett Seneca aussi, bizarrement. Joueur très dynamique, agile. Dans les autres, je dirais même de Logan Cooley et compagnie, là, pour vrai, moi j'aime beaucoup son dynamisme. Puis le fait qu'il fasse 6 pieds 1, il commence à explorer sa robustesse également. C'est évidemment pas parfait, on s'entend, mais on réitère. C'est le fils de Matt Colin. Fait que peut-être qu'il y a ça dans le sang. On va voir. Fait que, bref, un énorme riser, Wyatt Colin. D'après moi, il pourrait sortir top 10. Puis je vous laisse deviner en commentaire où c'est que vous pensez qu'il va être dans notre classement final chez EP. J'ai envie d'entendre vos prédictions là-dessus. Je pense qu'on va vous surprendre. Le prochain, c'est Maxime Sokolovski. Et que dire de la performance en série de Maxime Sokolovski? Géant de 6 pieds 7 de la OHL qui a passé sous le radar un peu cette saison parce qu'il jouait des minutes très isolées pour les Knights de London. Sauf que en série, il a joué plus de minutes, puis il a entre autres joué contre Brady Martin à Sault Ste. Marie, puis il a shut down quand même la plupart du temps. Je vous en avais parlé, j'ai des vidéos de lui également dans les épisodes précédents, fait que je veux pas m'éterniser dessus, mais 6 pieds 7, belle mobilité, puis possiblement le joueur le plus robuste du draft. Je vois du Nikita Zadorov en lui. C'est un choix top 20, sans contredit, à mon avis. Puis si pour une quelconque raison, il glissait jusqu'au rang du CH, moi, c'est lui que je veux. Je vous dis que je parlerai de quelques cibles pour le CH. Je ne l'ai pas tant fait, là. Blyle, pas convaincu. Colin, on oublie ça, il va déjà être sorti. Mais Maxime Sokolovski, en fin de première, s'il est là, c'est un crème que je le veux. Le prochain, c'est Jonas Sivertson. Ça m'a pris du temps avant d'embarquer dans le train de Jonas Sivertson. Je sais que plusieurs d'entre vous qui l'aimaient bien, sauf mes derniers visionnements de lui en série ont été exceptionnels. Puis, je vous le dis à vous, ça reste entre nous autres, mais il a percé ma première ronde. Peut-être que je surcompense pour des bonnes séries, mais je crois quand même beaucoup en Sivertson. Ailier, 6 pieds 3, un des joueurs, je dirais, les plus forts et les plus robustes du draft, mais qui avait un patin défaillant, et c'est ce qui me faisait pas accrocher sur lui. Puis, ce qui m'a fait, en fait, changer mon fusil d'épaule au cours des dernières semaines, c'est que il m'a vraiment impressionné, mais par son jeu physique, qui m'a semblé plus développé que du simple rentre-dedans. Parce que dans mes visionnements précédents, le jeu physique était pas tout le temps là. Puis c'était souvent, bon, il finit sa mise en échec, mais on parle pas nécessairement de contact skills. Mais là, ce jeu physique-là avancé, je l'ai vu dans ces séries-là. Il y avait des détails en récupération. Il décollait la puck de la bande. Il protégeait la rondelle avec férocité. Mais aussi, c'est que je pense que son patin a pris ou semble vouloir prendre une coche. Tu sais, généralement, je disais de lui qu'il avait une posture sous-optimale, des très courtes enjambées. Mais là, j'ai vu quelques séquences, entre autres, une séquence qui m'a vraiment marqué. C'était une course pour la rondelle à partir de la zone neutre. Puis, tu sais, son patin était pas loin d'une posture optimale, tu sais. Un bel alignement de la colonne avec des enjambées longues et complètes, les genoux devant les orteils, puis tout. Fait que là, ça, c'est encourageant. Puis aussi, c'est que j'ai vu des fines habiletés de marqueur qui n'étaient pas ressorties dans mes premiers visionnements. Je pense que c'est un gars qui a un shot puis un élément de finition autour du filet vraiment sous-estimé en ce moment. Ça reste une projection de grinder de bottom 6. Je pense que c'est le scénario le plus probable. Mais
avec ces séries-là, avec sa qualité de finition, ses détails en récupération de rondelles en échec avant. Il a montré qu'il était capable de jouer avec Braden Coots. Ça pourrait peut-être devenir un joueur complémentaire de haut d'alignement, un joueur robuste, marqueur. Gardez ça en tête, Jonas Sivertsen. Le prochain, Caden Lemire, un joueur qui a prouvé que c'est un joueur de série, ailier 6 pieds 4, 194 livres, qui a offert, dans mon plus récent visionnement, oui, une des parties les plus robustes que j'ai vues d'un espoir cette saison. Un vrai profil de grinder, puis j'en ai vu beaucoup de profils de grinder, puis c'est le seul que j'ai aimé. Caden Lemire, gros moteur, intense, violent, fort physiquement, mais c'est un autre qui est limité par ses mécaniques de patin. C'est pas un joueur qui est rapide. Bref, pas le genre de joueur que tu invites à un Sunday Chris, là, mais qui a tout pour devenir un futur quatrième ligneur. Fortliner, quatrième ligneur. Bref, jouer sur une quatrième ligne. Caden Lemire, un tough. Prochaine catégorie, les 5 joueurs que je crois être surestimés. Fait que des joueurs que j'aime pas tant. Ou du moins que j'aime, mais que je repêcherai pas dans les 2 premières rondes, comme on voit à plusieurs endroits. Le premier, c'est Marcus Nordmark, ailier 6 pieds 1 des poussières. En termes de pur talent, en fait, il n'y a aucun doute que Nordmark pourrait devenir un choix top 20, peut-être même top 15 si on faisait un redraft dans quelques années, si la mayonnaise colle. Pogne? Si la mayonnaise lève? Ouais, si la mayonnaise lève. En tout cas. Bref. Le gabarit est bon en plus, le talent il est là, il y a un des bons tirs de la QV, puis je le dis depuis un bout, mais je pense que c'est un des très bons passeurs du draft. Mais c'est quoi mon problème? Pourquoi je l'aime pas, le Nordmark, puis que je dis qu'il est surestimé? C'est vraiment la transposabilité du jeu. Jeu physique qui est inexistant, il se fait tasser des rondelles, il est incapable de gagner des batailles, il a peur d'aller dans les coins. Je l'ai vu en arracher sous pression, même à la ligne bleue offensive. Puis aussi, c'est qu'il a montré des signes de frustration quand les choses vont pas comme qu'il veut. Il essaie beaucoup de jouer du hero hockey. Puis là, je parle même pas de la catastrophe du U18. C'était visible bien avant ça. C'était pas un événement isolé, grosso modo, mais le talent, il est là, tu sais, je réitère. Il va peut-être être capable de s'adapter au style de jeu nord-américain professionnel, mais personnellement, j'en doute. J'en parle plus tard, mais je pense qu'il va être un des gros fallers le jour du draft. Puis perso, j'y toucherai pas. Autant que je toucherai pas au bottin de Jean-Thomas Jobin, là. S'il nous écoute, on le salue. Mais bref, Nordmark, un joueur excessivement talentueux que... Si tout marche, il pourrait devenir un des 15 meilleurs joueurs de la QV, j'en ai aucun doute, mais je pense qu'il y a plus de chances qu'on le voit pas à long terme dans la LNH. Le prochain, c'est Elton Hermansson, un autre ailier suédois de 6 pieds 1, un marqueur pur, avec quelques flashs de playmaking, puis plus d'engagement physique, je dirais, que Nordmark. Toutefois, encore là, il y a beaucoup de choses qui me font douter, notamment son sens du jeu. Je trouve qu'il manque beaucoup de jeux, d'options de passe qu'il ne voit pas. Son jeu en transition est au mieux anémique. Je trouve qu'il prend beaucoup de tirs en périphérie. Il force des jeux. Il fait des blind passes ou des blind shots. Ceci étant dit, je pense que c'est un des bons poteurs du draft quand même. Je trouve également ses lacunes moins alarmantes que Nordmark et G. Hermansson de classé considérablement plus haut que Nordmark. Je pense que Nordmark pourrait sortir en première ronde, puis ça serait pas outrant. Personnellement, je m'attends de le voir sortir en début de deuxième, mais bon, à voir. Puis il y a plusieurs sources publics qui l'ont dans leur top 20 et je comprends absolument ça parce qu'il y a un potentiel de top 6 mais c'est loin d'être une certitude à mon avis. Je dis pas, tu sais, je dis qu'il est pas robuste, je dis pas qu'il est pas travaillant, là, Elton Hermansson, je dis juste que il prend autant de journées de congé que les Français au mois de mai. Là. Hey, ça va, là, les fériés aux 3 jours, les mecs? C'est qui fait ça encore, la Pentecôte? Jésus-Christ. En tout cas, Elton Hermansson, un autre joueur très talentueux, excellent franc-tireur, avec quelques flashs de robustesse, mais beaucoup d'inconstance dans mes visionnements, du moins. Le prochain joueur surestimé, c'est Adam Golière, défenseur mobile, droitier, 6 pieds 3. Je comprends l'attrait sur papier, mais pour moi, il n'a pas passé le test de l'œil. Puis je le sais, j'en avais parlé à Dread sur le tape en décembre comme étant un des joueurs à surveiller en vue du championnat mondial junior des moins de 20 ans.
Je pense qu'il a quand même bien fait en règle générale en compétition internationale, entre autres au U18. Puis je pense que c'est pour ça que plusieurs analystes l'ont dans leur première ronde. Puis même la LNH semble avoir de l'intérêt envers Adam Goliath. Donc, mais c'est ça. Moi, personnellement, je pense que sa capacité... en fait, je trouve sa capacité à bouger la rondelle bonne, au-dessus de la moyenne du draft, je dirais. Mais il y a beaucoup de trous dans son jeu, notamment son sens du jeu, qui est un problème majeur. Je le trouve créatif, mais dans le sens qu'il se crée des problèmes aussi qu'il n'y en a pas. Évidemment, bon, à 6 pieds 3, c'est intéressant, mais il joue pas de manière robuste non plus. Il engage pas l'adversaire. Il perd beaucoup de batailles. Puis je pense que, overall, Goliath, il a un niveau de talent offensif bon, mais pas assez élevé pour le projeter dans un rôle offensif au prochain niveau. Fait que, tu sais, c'est un peu comme je disais de Jacob Frollo tantôt, tu sais, qui est talentueux, mais pas assez pour le voir sur un top 6. Puis il n'y a pas assez de B-game puis de jeu robuste pour le voir dans un rôle de profondeur. Adam Goliath, je pense que c'est un peu le même problème. À 6 pieds 3, il y a peut-être évidemment ce runway-là pour développer un jeu physique, mais il y a beaucoup de chemin à faire, puis je pense que c'est juste pas dans son ADN. Fait que tu sais, c'est quoi, au mieux, un joueur de troisième paire, average un peu partout, pas une grosse bête robuste, pas assez bon offensivement, qui est capable de transporter la rondelle, mais qui a pas des skills high-hand non plus. Fait que, tu sais, s'il est average un peu dans tout puis qu'il joue sur une troisième paire un peu de manière isolée, je sais pas ce serait quoi l'intérêt de mettre un choix de première ronde sur ce gars-là. Mais c'est ça, je pense qu'il va sortir dans ces eaux-là pareil, fin de première, début de deuxième, mais personnellement, je le vois vraiment pas. Le prochain que je vois pas, c'est William Hackinson. J'ai pas compris, lui non plus, le hype cette saison. Ben, je comprends le hype, mais je l'ai pas vu. C'est peut-être une question de visionnement aussi. Tu sais, je réitère, j'ai pas vu toutes les games de tous ces joueurs-là. Fait que, tu sais, si on est deux scouts puis qu'on check 10 games chacun d'un joueur, mais 10 games différentes, ça se peut qu'on arrive avec une vision différente du joueur, tu sais. Mais je pense que je pense que chez Elite Prospect, ça demeure généralisé qu'on n'est pas en amour avec William Atkinson, fait que ça me rassure quand même sur mon take. Défenseur gaucher de 6 pieds 4, que lui aussi, je trouve moyen dans tout. Fait que pas nécessairement de grosses lacunes, mais pas de grosse force non plus, peut-être à part sa robustesse. Tu sais, c'est un patineur correct. Il est correct offensivement. C'est surtout son lancer, je pense. Mais je vois pas grande offensive transposable. Les mains sont sous la moyenne peut-être, mais ça, physiquement... je pense que ce qu'on a lu dans certains rapports publics, c'était peut-être un peu galvaudé. On nous le vendait comme étant un des joueurs les plus robustes ou le joueur le plus robuste de la QV, mais personnellement, moi, c'est pas ça que j'ai vu. C'est un joueur robuste, don't get me wrong, mais je pense pas que sa robustesse projette comme étant élite dans la LNH. Fait que je pense qu'on parle là, d'un 5-6e défenseur shutdown, avec, oui, des belles capacités physiques, là, surtout à 6 pieds 4. Je pense que ça, il va l'avoir. Peut-être au mieux un 4e défenseur. Je pense que c'est un choix. C'est un gars qui va se faire repêcher, qui mérite d'être repêché et qui va possiblement jouer dans la LNH. Mais le point, c'est juste que on le voit dans plusieurs top 32, classés autour de 20. Puis personnellement, je l'ai vraiment pas dans ces eaux-là. Je le repêcherai pas dans le top 40, peut-être même pas top 50. Fait que je pense qu'il est surestimé. C'est surtout ça mon point. Dans le cas de William Hackinson. Puis le dernier, c'est Axel Elofsson. On parle d'un profil complètement différent ici. Défenseur offensif, pur offensif de 5 et 11, droitier, qui était un moteur là, pour la Suède dans différentes compétitions, puis qu'on voit dans plusieurs deuxièmes rondes, même fin de première ronde à certains endroits. C'est un joueur évidemment qui est agile, qui est créatif, qui est agressif en zone offensive, qui active non-stop. Puis c'est sûr, bon, à ce gabarit-là, 5 et 11, il y a toujours certaines incertitudes, mais là où il se met à chuter dans ma liste, c'est que le patin est pas si bon que ça. Il manque d'explosivité. Sa vitesse de pointe est pas nécessairement high-end non plus. Fait que ça reste un petit défenseur au patin au mieux moyen. Je pense qu'il est même un peu en dessous de la moyenne. Fait que c'est ça. À 5 et 11, sans le patin, sans le jeu défensif, sans le jeu robuste, sans le reach, je vois pas quelle chaise qui peut... avoir pour lui dans la LNH. Puis je pense qu'il se fera même pas repêcher. Tu sais, c'est pas le premier petit défenseur suédois
qui joue bien, que les gens aiment, puis qui se fait pas repêcher, tu sais. Fait que ces 5 choix-là, Nordmark, Hermanson, Goliath, Atkinson et Elofsson, ben, mettons à part Elofsson, les 4 autres, je serais correct si le CH les repêchait, mais de grâce, pas dans les 2 premières rondes. La prochaine catégorie de 5 joueurs, c'est 5 joueurs qui sont connus, mais qui sont sous-appréciés. Le premier, c'est Ryder Kelly, que j'aurais pu mettre dans mes coups de cœur, mais je pense que j'en ai tellement parlé. Puis, tu sais, il a joué avec Team Canada au U18, fait qu'il est trop connu pour être dans mes cartes cachées, mais c'est un gars que je pense qui est encore grandement sous-estimé. Je vous en parle pas trop parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Je vous en parle depuis octobre de Ryder Kelly, qui est un peu ma version choix du président de Ryan Leonard. 6 pieds 1, ailier, joue au centre également. Personnellement, j'aime beaucoup son patin. Là. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas tant de patin, mais personnellement, je trouve que c'est quand même un bon patineur. C'est un gars qui a un très bon lancer, qui est très robuste, très bon en échec avant. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ses flashs de playmaking avancé que je pense sont sous-estimés et sous-appréciés. Moi, il a été là entre 20 et 25 dans ma liste toute l'année. Ouais, je l'aime beaucoup. Tu sais, c'est un gars agressif en échec avant qui va gagner ses batailles à 1 contre 1, qui va sortir la rondelle de la bande, qui va connecter rapidement avec des coéquipiers dans l'enclave. Fait que bref, ces flashs-là de playmaking sont tellement, mais tellement transposables. Il y a le patin, il y a le lancer, il y a le gabarit. Puis surtout, c'est un des jeunes joueurs de la QV. Fait que moi, gros believer de Ryder Kelly. Puis je serais super heureux si le CH mettait la main dessus en fin de première ronde, même si réalistiquement, je pense que c'est un choix plus de 2e. Mais, tu sais, les Canadiens, on s'entend, vont gagner la coupe, vont repêcher 31e. Ryder Kelly, 31e, là, je serais excessivement content. Pas le plus gros plafond offensif, on s'entend. C'est pas un gars de talent qui projette point per game, mais à ce rang-là de sélection cette année, il n'y en a pas tant de ces gars-là. Puis ceux qui ont des plus hauts plafonds offensifs, c'est des gars beaucoup plus risqués. Je pense que Kelly a un plancher très élevé. Et parmi les gars au plancher élevé, il y a également un plafond, je pense, sous-estimé. Le prochain joueur connu mais sous-apprécié, c'est Alexander Bilecki. Je t'en ai glissé un mot tantôt quand je parlais de Tommy Blyle. Tommy Blyle, pas Tommy. Tommy Lablaye. Bref, Alexander Bilecki, on parle souvent, c'est ça, de l'impact du contexte puis des opportunités qui sont vraiment importantes dans un espoir après son repêchage. C'est important qu'un joueur tombe dans un scénario, dans un contexte où il va pouvoir se développer et avoir des chances. Puis entre autres, c'est quelque chose qu'on dit sur Xavier Villeneuve et qui pourrait impacter drastiquement sa projection. Tu sais, si Xavier Villeneuve se fait repêcher à Montréal, bonne chance pour avoir le PP1, mon chum. Mais s'il se fait repêcher, mettons, par San Jose ou une autre équipe de même, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des chances de se faire valoir. Fait qu'on en parle souvent qu'on devrait refaire une liste un coup que le repêchage est fait parce que les scénarios impactent grandement les projections. Entre autres, Anton Frandel, je l'avais classé en dehors de mon top 10 toute l'année, mais un coup repêché par Chicago, sachant qu'il risque de jouer aux côtés de Connor Bedard. Peut-être que si j'avais refait une liste après repêchage, j'aurais mis Frandel un petit peu plus haut. Ceci étant dit, je pense que le même genre de concept s'applique aux joueurs lors de leur année de repêchage. Je parlais de Pavel Martineau tantôt ou de Maxime Sokolovski qui ont joué des minutes très isolées cette saison. Alexander Bilecki, c'est un peu ça également. Malheureusement, Bilecki jouait pour les Rangers de Kitchener dans la OHL, les champions de la OHL. Fait qu'évidemment, il jouait derrière d'autres excellents joueurs, dont Cameron Reed et Jakub Kromiak. Tout ça pour dire Bilecki, défenseur gaucher de 6 pieds 2. Puis en moyenne, cette saison, ça a été le 5e défenseur le plus utilisé par les Rangers de Kitchener. En fait, en moyenne de temps de glace cette année, pour les joueurs ayant joué au moins 35 matchs, séries incluses. C'est une moyenne de 17 minutes par match, qui serait quand même pas si mal dans un contexte de la LNH, mais dans un contexte où il s'agit d'un défenseur offensif dans le junior, c'est vraiment pas beaucoup de minutes, 17 si on compare, mettons, à Chase Reed, qui joue 28 minutes à peu près tous les soirs. Là. Il y a même des soirs qui jouent en haut de 30 minutes. Mais là où le bas blesse pour Bilecki, c'est qu'il joue également... en fait, il y a peu de temps sur le PP. Ça a été le 3e défenseur le plus utilisé en avantage numérique derrière Reed et Kromiak en moyenne, en fait, toute la saison, là, pas en absolu.
Puis c'est quand même comprenable dans le sens que, comme je disais, c'est les champions de la OHL, ils ont beaucoup de vétérans et tout ça, mais c'est plate parce que ça l'a vraiment limité ses opportunités. Puis je pense que ça impacte justement sa cote parce que personnellement, je pense que Bilecki, c'est un des meilleurs défenseurs offensifs de la QV, en plus de faire 6 pieds 2, puis qui a des meilleurs flashs offensifs que des gars comme Tommy Blyle et Xavier Villeneuve. C'est un gars qui est très mobile, qui est calme, qui a des bonnes mains, avec une belle habileté de fabricant de jeu, comme que je disais tantôt. C'est un gars qui apporte un impact en zone offensive. Il est peut-être pas aussi flamboyant que Villeneuve en zone offensive ou aussi flamboyant que Blyle en transition, mais je pense que le plancher est peut-être un petit peu plus élevé que ces deux gars-là dans le cas d'Alexander Bilecki, et ça peut au final venir augmenter également son plafond. L'autre défenseur, ou le joueur, je devrais dire, sous-apprécié, méconnu, c'est Malte Gustafsson. Gustafsson, ça a été rapidement un de mes préférés défenseurs dans cette cuvée-là, mais je ne l'ai jamais tant classé haut. Là. Il s'est toujours tenu là, entre, je dirais, 12 et 15, me semble, dans mes classements. Mais en termes d'aimer le joueur puis de le projeter dans la LNH, ça a toujours été parmi mes défenseurs préférés. Défenseur gaucher de 6 pieds 4, avec une belle mobilité. Pas le gars le plus offensif, mais défensivement, il est incroyable. Probablement un des meilleurs défenseurs shutdown, sinon le meilleur défenseur shutdown de la QV, autant en zone neutre que dans sa propre zone. C'est un gars qui a le patin pour suivre les pieds en fait des attaquants. C'est un gars qui est excessivement robuste, qui ferme les écarts tellement rapidement quand il compte le rush. Fait que bref, une grosse brute de 6 pieds 4. Un des jeunes joueurs également de la QV. C'est pas le gars le plus offensif, mais c'est un gars, je pense, qui est tellement talentueux et tellement solide, ça pourrait quand même devenir un minute muncher. Je pense qu'on parle d'un défenseur top 4 ici, là, malgré le manque peut-être d'upside offensif. Puis je dis manque d'upside. Personnellement, dans mes récents visionnements de fin de saison, il a montré des flashs offensifs que j'avais peut-être moins vus en cours de saison. Je pense pas que ça va jamais être transposable, mais je pense que ça peut être là dans sa petite poche arrière. Mais en termes de capacité à arrêter les contre-attaques, de tuer des pénalités, de jouer des grosses minutes, d'affronter les meilleurs trios adverses, je pense que Malte Gustafsson, ça va devenir un des meilleurs défenseurs de cette QV-là. Je pense que dans un redraft dans quelques années, on va regarder ça, puis ça va être un choix top 10, peut-être même top 5. Mais en ce moment, je serais surpris qu'il sorte dans le top 10. Fait qu'en termes de valeur, je pense que Gustafsson est une des meilleures options de ce repêchage-là. Le prochain, c'est un cas un peu opposé, c'est Ryan Rubruk. Ryan Rubruk, ça fait drôle d'en parler là parce que là, je vous parle de coups de cœur. Le Ryder Cali, ça a été un coup de cœur. Malte Gustafsson, ça a été un coup de cœur. Le prochain aussi, je vais l'aimer beaucoup. Mais Ryan Rubruk, c'est un gars que j'ai vraiment pas aimé cette année. Mise en contexte, un ailier, il joue même pas au centre. Là. Il est souvent classé comme centre, mais c'est un ailier. De la OHL, il y avait beaucoup d'attentes. Là. On parlait de lui comme un choix top 5. C'est un gars que ça fait plusieurs années qu'on suit et qu'on connaît. Mais il y a eu une saison excessivement décevante. Pas vraiment de progression dans son jeu, même une régression. C'est un des vieux joueurs de la QV en plus, fait que c'est particulièrement alarmant. En plus, il a commencé la saison à quoi 6 pieds 4, il est rendu à... Il a été mesuré après ça à 6 pieds 3, puis là, je pense que le dernier mesurage, c'était 6 pieds 2 et demi. Fait qu'il rapetisse en plus de régresser. C'est pas bon, ça. Attitude questionnable, gros manque de désir de jouer. Jouer, je sais que ça sonnait quasiment jouir, mais jouer, des grosses vibes de Patrick Laine. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis. Je pense qu'il est plus talentueux, c'est un meilleur patineur toutefois, mais tu sais, gros bonhomme avec un shot exceptionnel, pas aussi bon que Laine, évidemment, mais tu sais, dans les bons shots de la QV. En fait, je pense qu'en termes de talent général, là, si on prend tout, c'est un talent top 10 clair dans cette QV-là, mais il n'y a tellement pas de désir de jouer qu'il se ramasse en dehors de la plupart des top 40, mais est-ce qu'on compense trop en sortant de la majorité des top 40, tu sais? C'est ça qui me fait peur, puis c'est pour ça que je le mets dans la catégorie des joueurs sous-appréciés. Je pense que c'est justifié de ne pas l'aimer, mais si ce gars-là sort en troisième ronde, je pense que c'est une foutue belle valeur. Parce qu'il a le gabarit quand même pour jouer LNH. En termes de talent, c'est un choix top 10 clair. Fait que s'il se fait botter le cul ou qu'il tombe
dans la bonne chaise, dans le bon contexte, ça pourrait devenir le vol du repêchage. Fait que c'est pour ça, moi, j'appelle quand même à la prudence ici, là. Oui, il est détestable, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt le garder entre 20 et 25, juste au cas? Personnellement, j'aurais de la misère à le repêcher, à prendre un choix sur ce gars-là, mais si ça débloque, ça pourrait vraiment être violent. Ryan Rubrick. Le dernier dans la catégorie des joueurs sous-appréciés, c'est Egor Shilov, joueur qui a été dans mon top 15 toute l'année, puis que je comprends pas pourquoi on le voit sorti de plusieurs premières rondes. Mais je comprends en fait pourquoi. Tu sais, Shilov, c'est parmi les meilleures mains, parmi les meilleures visions, les meilleurs cerveaux de ce draft-là, à mon avis. C'est un joueur qui est super beau en transition, qui contrôle le jeu sur le power play. C'est un distributeur de rondelles fantastique, phénoménal. Mais le problème, c'est qu'il joue à tellement basse vitesse, c'est dur de projeter ce style de jeu-là dans la LNH. C'est pas que c'est un mauvais patineur, c'est pas qu'il est lâche. Je pense juste qu'il abuse des délais puis de ralentir le tempo parce que ça marche dans la LHMQ. Puis un peu comme Matt Vigridden, c'est souvent la comparaison qu'on sort. Mais est-ce que pourquoi qu'il joue de même? Est-ce qu'il abuse un système qui marche bien ou ça va être son identité au prochain niveau? Puis c'est ça qui est pas clair pour Shilov. Puis c'est pour ça qu'il glisse dans les listes. Mais je pense que si son pace prend une petite coche de plus, je pense qu'il pourrait être excessivement dommageable et productif dans la LNH. Fait lui aussi, là, c'est correct de le baisser. Je pense que c'est correct de ne pas aimer ce genre de profil-là puis d'avoir des craintes envers la transposabilité de son jeu. Mais il est trop talentueux pour le dropper. Puis je pense pas que le jeu défensif soit aussi mauvais que ce qu'on entend à certains endroits. Puis je sais que c'est pas un joueur de caractère, mais je pense que c'est un possible futur deuxième centre. C'est un joueur de talent. Puis je serais très content si le CH le repêchait. Évidemment, en fin de première ronde, je pense que le CH pourrait aller vers un joueur un peu plus de caractère, d'énergie. Je pense définitivement c'est ça qui manque. Mais avec un choix de première ronde, je pense que tu dois viser de l'upside. Puis ici, je pense que Shilov, s'il est disponible pour moi, c'est lui que j'avais mis dans mon mock draft pour le CH. Je souhaite que ça se réalise. Là, ça serait une belle histoire. Puis ça pourrait être exceptionnel, je pense, avec des Midov, mais puis on ira chercher de la robustesse là, sur le marché des transactions, les joueurs autonomes ou plus loin, en deuxième ronde. Fait que bref, Egor Shilov, pas assez apprécié à mon goût. Le prochain bloc de 5 joueurs, en fait, ça va être 2 blocs là, qui vont se ressembler, mais le premier, c'est les gros attaquants que vous devez connaître, qui sont peut-être un peu moins connus, là, à connaître pour les rondes 2 à 4, mettons. Puis là, j'exclus là-dedans, je vous en donne en plein en bonus, parce que j'aurais pu inclure Kaden Lemire, puis Jonas Sivertsen, puis Pavel Martineau. Je vous en ai déjà parlé de ces gaillards-là. Fait que je vous en sors 5 nouveaux. Donc, ronde 2 à 4 là, environ. Le premier, il y a même des chances qu'il sort en fin de première, c'est Casey Mutrin, le frère de l'autre, ailier, 6 pieds 3, qui joue pour le programme de développement américain. Un joueur que je sais pas si je suis tombé sur des mauvaises games ou si je le comprends juste pas, mais pour moi, il est classé beaucoup trop sur absolument toutes les listes. Il est gros, il est capable d'apporter de la robustesse, il y a des flashs avancés de playmaking, mais dans mes visionnements du moins, plus souvent qu'autrement, je le trouvais invisible. Il y avait certains quelques flashs par-ci par-là, mais c'était rare. Il n'était pas particulièrement dominant physiquement non plus. Puis surtout, c'est que le patin puis le pace, je les trouve décevants. J'espère me tromper parce qu'il a un profil quand même excitant. C'est un playmaker de 6 pieds 3 robuste. Ah, j'adore ça. Je m'attends à le voir sortir entre 25 et 40. Je serais déçu si le CH le repêchait. Je sais qu'il y a des gros fans de Casey Mutrin, mais ouais, je dois être juste tombé sur une mauvaise game. Là. Mais personnellement, il a vraiment fallu que je fouille pour tomber sur des flashs avancés. En fait, dans les games que j'ai vus, je les ai pas vus. Il a fallu que j'aille voir toutes ces passes tentées pour voir, ok, ouais, il y a des flashs par-ci par-là, mais ouais, dans mes visionnements, j'ai rien vu de ça. Le prochain, c'est Landon Amarain, cas un peu similaire, lié 6 pieds 4 et demi de la WHL, pas aussi robuste que le profil pourrait le laisser croire toutefois. C'est un joueur, c'est ça, il a un gros gabarit, mais il a des belles idées de playmaking également. Mais le problème, c'est ça, il semble pas tout à fait habiter son corps encore. Je pense qu'il devrait sortir à quelque part en deuxième ronde. Je sais que je l'ai moqué au 32e rang pour Ottawa.
Je pense pas que ça arrive. Réjouissez-vous, Ottawa. Je pense qu'ils vont aller chercher autre chose. Il y a eu d'autres risers entre-temps, que ce soit les Tommy Blyle. Moi, arrête de dire Tommy, c'est Tommy. Tommy Blyle. Ouais. Mais c'est ça. Landon Amarine. C'en est un que j'ai vu les flashs, mais qui m'a laissé sur mon appétit plus souvent qu'autrement. Puis d'habitude, j'aime les gros bonhommes. Mais lui, je pense qu'il y a vraiment une grosse question de... Il est pas bien dans son corps. Le prochain, c'est Rudolfs Berskalns, centre 6 pieds 3,5 de la USHL, que vous avez peut-être vu en compétition internationale pour la Lettonie. Puis un gros riser, je pense, des derniers mois. Je m'attends de le voir sortir possiblement dans la première moitié de la deuxième ronde, aussitôt que ça. Ce qui rend intéressant Berskalns, c'est vraiment le patin par rapport à d'autres gros bonhommes de ce profil-là. Puis il y a un bon shot également, belle robustesse, beau jeu complet. Fait que Rudolfs Berskalns, lui est là. Bref, à surveiller. Adam Henderson, pas mal la version suédoise de Berskalns, je dirais, centre 6 pieds 4, grinder de puissance two-way par excellence. Classique là, de gros bonhomme suédois, là, plancher élevé, plafond très bas, what you see is what you get. Un gars avec des beaux détails physiques, un gars puissant, mais également intelligent. C'est ce que j'aime de Adam Henderson. Peut-être moins skilled que d'autres des gars nommés ici, moins de flash élite de playmaking que, mettons, les Mutrin et Amarine. Mais je pense que c'est un gars qui a peut-être moins de failles également dans son jeu. Adam Anderson. Le prochain, Vilo Van Hattalo, qui pourrait sortir en 3e, 4e ronde là, ici. Peut-être en 2e, ça me surprendrait quand même. Ailier 6 pieds 3. Excellent lancé, peut-être dans les meilleurs lancers là, des gars que je viens de nommer ici. Bon patin également pour la taille. Des flashs physiques. En fait, à son meilleur, les flashs physiques sont incroyables. Mais plus souvent qu'autrement, il m'a laissé sur ma faim un peu comme d'autres. Côté intensité et robustesse, là, je pense qu'il n'a pas su tirer avantage de son gabarit, du moins dans les games que j'ai vus. Fait que c'est plus difficile de le projeter dans un rôle de profondeur, à moins que l'intensité prenne une coche, même si tous les outils sont là. Sauf que ce qui le rend intéressant, Vilo Van Hattalo, c'est qu'il y a des skills puis des outils assez avancés pour peut-être se permettre de rêver à un attaquant de puissance de milieu de formation. Fait que ce sera un beau projet, mais je pense peut-être un petit peu plus boom or bust que Berskalns puis Anderson, juste parce qu'il est un petit peu plus rough ses côtés. Après ça, je continue. Encore 5 gros attaquants à connaître, mais cette fois-ci pour les rondes plus 4 à 7, mettons. Fait que plus des long shots ou des gars avec un peu moins de plafond. Puis je vais passer vite parce que ça reste des profils similaires. Là. Je parle de gros attaquants plus défensifs ou robustes. Le premier, c'est Jake Gustafsson, centre de 6 pieds 4 de la Ligue de l'Ouest. Moins robuste, mettons, qu'un Adam Henderson. Moins bon patineur également. Puis c'est pour ça que je le mets un petit peu plus loin. Mais je pense que le profil two-way est peut-être un peu plus intéressant. Moins de puissance, plus two-way. Plafond très bas, évidemment. À moins que les skills prennent une coche, mais je miserais pas trop là-dessus, là, mais je pense qu'on parle ici d'un choix de 4 ou 5e ronde. Là. Mais bref, un gros centre, two-way, peu d'upside offensif. Jake Gustafsson. Le prochain, c'est Noel Pakarinen. Un peu plus dans le moule de Vilo Van Hattalo, au sens où un petit peu plus talentueux, mettons, que les Anderson Gustafsson. Moins un bon patin, je dirais, que Van Hattalo, mais c'est un gars qui a un bon lancer, également des flashs offensifs un petit peu plus élevés que des simples gars là, de 4e trio. Mais il y a un manque de constance, là, c'est ce qui fait que je l'ai classé peut-être un peu plus loin. Du moins dans mes visionnements. Ça reste que j'ai des visionnements plus limités là, de ces gars-là. Mais il y a des games où que le côté robustesse sortait un petit peu plus, des fois pas tant. Mais si il amène la robustesse game après game, puis qui montre que c'est un bon finisher aussi. Peut-être qu'il pourrait devenir un élite 3e trio. Je pense que ce serait très intéressant là, en 4-5e ronde. Noel Pakarinen. Le prochain, c'est Oscar Olsson. Je pense qu'il passe un peu plus sur le radar que ceux que je vous ai nommés. Ailier 6 pieds 4. Lui aussi, j'ai pas tant de visionnement que ça, là, en toute transparence. Je les ai pas checkés 15 fois. Là. Mais parmi les gars que je vous ai nommés, ça me semble être dans les bons patineurs, sinon le meilleur patineur. Puis j'ai vu des flashs de main probablement dans les meilleurs, sinon dans les
le meilleur de tous ces gros gaillards-là. Entre autres, une séquence là, que j'ai en tête où il lance la contre-attaque à partir de la zone défensive, traverse la zone neutre avec vitesse, avec force, il arrive en 1 contre 1 en zone offensive, puis il déjoue le défenseur avec un toe drag. Ce qui est toujours impressionnant de voir faire par un gros bonhomme de 6 pieds 4 en pleine vitesse. Puis après ça, il a déjoué le gardien pour tenter un tir du revers. Fait que, c'est le genre de jeu qu'on voit pas souvent de ces gars-là, plus de profondeur. Fait que Oscar Olsen, si ces flashs-là sont plus fréquents, je pense qu'il pourrait surprendre un peu les pronostics. Le prochain, c'est Kalen Joudre, puis centre 6 pieds 4 et demi de la WHL. Puis je vais être franc, je ne l'ai pas écouté, Kalen. Ça fait des mois qu'il est sur ma watchlist, fait que je dois me botter le cul puis l'écouter. Mais je vous en parle parce qu'il y a du gros support pour lui chez EP. Puis on le compare avec tous ces bonhommes-là, qui sont d'ailleurs tous des Européens ou à peu près, là, les 5 derniers que je vous ai nommés. Mais bref, Kalen Joudre, de ce que j'entends, c'est très comparable, sinon encore meilleur que ces gars-là. Donc, à suivre. Le prochain, toutefois, je l'ai vu, c'est KJ Sauer. Je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans un autre épisode. Centre 6 pieds 3. On parle de long shot, là, ici, là, Sauer. On parle vraiment de 5 à 7e ronde. Là. Centre 6 pieds 3 qui a manqué la première partie de la saison, la première moitié. Ensuite, il est revenu au jeu dans les écoles secondaires américaines, puis il a finalement terminé la saison à USHL. 5 points en 5 parties. Saison plus décevante, mais ça reste que c'est un jeune joueur sans expérience en USHL, un peu garoché dans la gueule du loup, tu sais. Évidemment, tu sais, quand je le regardais en USHS, donc aux écoles secondaires, il avait l'air d'un train sur la glace. Un genre de Caden Lindstrom, mais avec un bon dos. Là. Il était puissant, robuste. Il montrait des belles qualités de marqueur. Il était vraiment dominant. Il contrôlait le jeu. Mais ça reste dans les écoles secondaires américaines. À 6 pieds 3, c'est un peu normal qu'il dominait. Fait que quand il était arrivé en USHL, la barre était plus haute, le patin était plus haut, la robustesse était plus haut pour tous les joueurs. Puis il jouait des minutes plus isolées dans un rôle plus défensif ou en échec avant. Fait qu'évidemment, il dominait moins. Quand même réussi à faire 5 points en 5 games. C'est pas plate. Mais bref, un gars avec des belles aptitudes de checker, de bottom six, avec des belles aptitudes offensives peut-être. Fait qu'un potentiel de grinder avec peut-être un petit peu plus d'upside pour jouer sur une 3e à long terme. Mais ça demeure plus une long shot ici dans le cas de KJ Sauer, mais un gars que j'ai quand même bien aimé. Là, je sais, je vous en ai nommé 5 pour les rondes 4 à 7, mais je vous en nomme un petit dernier. Je peux pas parler de Sauer qui a joué dans le réseau d'école secondaire sans vous parler d'un autre qui a eu un parcours similaire, mais un peu moins raffiné ici. Je parle de Joseph Eriksson, un Américain. Là, il a un nom à consonance suédoise, mais c'est un Américain. Long shot que il risque de ne pas être repêché. Peut-être un gars à surveiller l'an prochain comme D+1. Mais profils similaires. Il jouait à l'école secondaire. 64 points en 28 parties. 32 buts, 32 passes en 28 games. Il a joué 10 matchs en USHL. Ça a été plus tough. Là. Seulement 1 point. Mais encore le temps de glace limité. On parle ici d'un centre 6 pieds 4. Pas vraiment skilled, mais ce que j'aime de Joseph Eriksson, c'est que c'est un athlète hors pair. Du moins, il semble être un athlète hors pair. Puis le moteur est très élevé. Tu sais, on regarde, mettons, des AJ Spelacey puis Mason West. Évidemment, c'était des bien meilleurs patineurs que ce que Joe Eriksson est. Là, c'est quand même une de ses faiblesses. Mais c'était des gars qui ont vanté l'athlétisme. C'était des gars vraiment en shape, des gars vraiment forts pour leur âge, des athlètes hors pair. Puis des gars vraiment travaillants avec un beau moteur. Surtout dans le cas là, de AJ Spelacey. Ben, je pense que Joe Eriksson a un peu ça dans le sang, mais la version choix du président. C'est ça, c'est pas un aussi bon patineur, il n'est pas aussi fort et puissant, mais je crois au projet, mais évidemment pas avant la 7e ronde parce que le plafond est évidemment limité. Puis son patin là, est un petit peu plus problématique. Tu sais, Jay Spelacey, on parlait d'un patin quand même high-end. C'est pas ça ici. Mais je voulais vous en parler. Des fois que le CH mette la main dessus l'an prochain comme D+1. À suivre.
Ensuite, j'accélère, là, j'ai déjà dépassé l'heure. Fait que 5 petits attaquants au très haut potentiel offensif, mais qui pourraient ne même pas être repêchés. Je pense que vous allez connaître la plupart des noms ici. Le premier, Mikey Burchild, attaquant 5 et 9, programme américain. Simplement un des joueurs les plus skilled de ce programme-là. Le patin il est là, le tir il est là, les mains sont incroyables. Mais encore là, je pense pas que les skills offensifs soient élites au point de dire qu'on passe par-dessus son petit gabarit, sans jeu de mots. Puis surtout, ben, son style est assez junior. T'sais, évidemment, un gars comme Cole Caulfield, son shot était élite. Puis Caulfield est un peu bâti comme un tronc, là, tu sais. Burchild, c'est pas ça. Il est beaucoup plus slim et son jeu est moins transposable. Puis il est moins élite que ce que Caulfield faisait au même âge. Puis aussi, je pense pas que c'est un gars qui pense la game à un niveau assez élevé non plus pour projeter sur un top 6 dans la LNH et compenser pour ces faiblesses-là. Parce que tous les petits joueurs qui ont fait la LNH, soit que c'est des gars excessivement travaillants et robustes par rapport à leur taille, ou des gars qui étaient vraiment cérébraux à un autre niveau. Et Burchild ne remplit aucune de ces deux catégories-là, malheureusement. Mais en termes de talent offensif, évidemment, c'est une belle swing à prendre plus tard dans le draft. Un peu de manière similaire, le prochain, Julian Mays, attaquant de 5 et 8 de la WHL. Lui aussi mise énormément sur son patin, limite high-end, puis son maniement de rondelle. C'est un joueur excessivement dynamique. Mais c'est ça. Son jeu tourne beaucoup autour de ça. Puis le jeu physique est simplement pas là. Puis à 5 et 8, on peut comprendre. Puis c'est dommage parce qu'il est très divertissant. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé regarder cette année en WHL. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est pas une boule d'énergie comme, mettons, LJ Mooney, pardon. Ou encore le prochain joueur de qui je vous parle. Fait que je serais quand même surpris que Julian Mays soit repêché, surtout que c'est un late, puis c'est plate parce que c'est un de mes joueurs préférés parmi ceux que je suis en train de vous nommer. Puis c'est ça, le prochain, j'y crois un petit peu plus, c'est Alexei Vlasov, ailier 5 et 9 qui jouait à Victo avec Egor Shilov. Un des tirs les plus sous-estimés du draft, je pense, c'est vraiment un finisher hors pair. Puis ce que j'aime, c'est que c'est un gars avec un niveau d'intensité très élevé, qui essaye de jouer fort, puis qui essaie de jouer physique. Évidemment, bon, il n'y a pas le gabarit, mais peut-être en gagnant un petit peu en muscle, peut-être ça va être suffisant pour lui donner une chance dans la LNH, même si c'est tout le temps tough à 5 et 9, si t'as pas de skill élite. Mais le problème, puis je pense que c'est là que ça va vraiment, dans le fond, limiter Vlasov dans ses opportunités et peut-être même l'empêcher d'être repêché, c'est que contrairement à Burchild puis Mays, c'est que son patin et ses aptitudes avec la rondelle sont insuffisantes. En fait, son patin est quand même très, très, très limitant en ce moment. Puis tu sais, c'est pas un gars qui a les meilleures mains. Son shot est exceptionnel, mais c'est pas le genre de joueur qui va vouloir contrôler le jeu ou quoi que ce soit. Il est bon en échec avant, il va s'impliquer, il va rentrer avec énergie dans la zone, puis il va mettre la rondelle dans le filet, mais ça reste que c'est quand même limité comme rôle. Fait que j'ai hâte de voir, mais je l'ai bien aimé, puis personnellement... en fait, j'espère qu'une équipe lui donne sa chance. Je pense qu'il le mérite. Le prochain aussi, je pense qu'il le mérite. Là. Puis lui, je pense qu'il a quand même des bonnes chances de se faire repêcher. C'est Nils Bartholdsson, ailier 5 et 10. Un des joueurs des grandes occasions, je dirais, pour la Suède cette année. Tous les matchs où à peu près où j'ai écouté la Suède, Nils Bartholdsson trouvait le moyen de se faire voir. T'sais. Surtout au championnat junior A à Trois-Rivières. Il y avait quand même des Marcus Nordmark et Alexander Command dans cette formation-là. Puis Nils Bartholdsson, c'était souvent l'attaquant qui ressortait le plus. Mais encore là, le gabarit, le manque de jeu physique, puis le patin sous la moyenne viennent quand même limiter son impact, mais surtout viennent annuler le reste qui est son bon engagement, son sens du jeu, sa vision. Fait que je serais surpris qu'il se fasse repêcher. Ben non, je serais pas si surpris qu'il se fasse repêcher, mais je serais pas surpris qu'il se fasse pas repêcher. Si ça fait du sens. En tout cas. Le dernier petit joueur au gros boom potential, mais qui pourrait ne pas se faire repêcher, peut-être ça va vous surprendre. C'est Pierce Mbouye, ailier 5 et 10 de la OHL, que
Lui aussi, honnêtement, j'ai quand même peine à comprendre l'intérêt. En fait, c'est un joueur que je dirais surtout inconstant. C'est ça qui me dérange. Il a un excellent lancer parmi les bons tirs des gars que je viens de vous nommer. Mais je trouve son lancer surtout visible en avantage numérique. Je trouve pas que c'est un driver de jeu tant que ça. C'est un gars qui bénéficie quand même un peu de ses coéquipiers. Le moteur, parfois, il est bon, voire même excellent, mais des fois, il est pas là du tout. Donc, il y a une certaine inconstance à ce niveau-là. Le patin est bon, toutefois, c'est un joueur qui amène un certain dynamisme, mais je sais pas, ça pourrait être quoi son identité au prochain niveau, puis c'est ça qui me gosse. Je pense pas qu'il y a la B-game pour jouer dans un rôle de soutien, puis il y a clairement pas un niveau de talent assez élevé pour jouer sur un top 6 non plus. Perso, j'ai pas vraiment d'intérêt pour ce joueur-là. Aussi productif a-t-il été cette année dans la OHL? Ouais, je le vois pas, moi, Pierce Mboui. Prochaine catégorie, les 5 joueurs sur qui j'ai refroidi en cours de saison. Le premier, c'est Tynan Lawrence, qui était vu en début de saison comme étant le meilleur centre de la QV. Lui qui avait eu une grosse saison D+1 puis un gros Linka. Je voyais en lui en début de saison des traits qui me rappelaient Macklin Celebrini et Michael Misa. C'est quand même flatteur. Je l'avais deuxième en septembre sur ma liste. C'est Corey Pronman l'a eu premier à m'amener. Bref, finalement, blessure, début de saison difficile en USHL, transition encore plus difficile en NCAA, un U18 correct mais sans plus. Je pense que c'est encore un des bons patineurs en ligne droite dans ce draft-là. C'est possiblement le meilleur attaquant défensif du draft par son moteur, son patin, son reach. C'est un gars qui est vraiment tenace sur le porteur de la rondelle. Mais j'aime vraiment pas son sens du jeu et sa vision. C'est pas un bon play driver. C'est un gars qui manque beaucoup d'options évidentes. C'est un gars qui est tout le temps en mode réaction, qui contrôle pas le jeu. Ça reste un centre dans une cuvée faible en centre. Mais ouais, je pense qu'on. La raison pour laquelle il a glissé évidemment sur la plupart des listes, mais il glisse pas tant que ça. Je pense que justement c'est un centre avec un bon gabarit puis il est jeune, mais surtout on s'attache à la projection de ce qu'il pourrait devenir. Parce que je réitère le contexte, il a été blessé, la transition à NCAA, ça n'a pas été facile. Surtout quand tu joues avec Cole Eiserman. Puis il est jeune, tu sais, aussi. C'est un 17 ans à NCAA. Mais tu sais, je pense qu'il est loin d'une projection top 6, c'est ça qui me dérange. Puis il y a plusieurs de mes visionnements, en fait, qui n'étaient même pas de qualité de première ronde. Je comprends, puis je suis le premier à dire qu'il faut parler de projection. Mais en ce moment, il ne m'a rien montré qui laisse croire qu'il pourrait jouer sur un top 6 dans la LNH. Peut-être au mieux sur une deuxième ligne, mais je pense qu'on parle plus d'un gars plus défensif, rapide, de troisième ligne ici. Je pense pas qu'il y a tant l'intelligence hockey pour être un driver et un joueur élite. Mais je peux me tromper, puis je serais content parce que ça redonnerait des notes de noblesse à cette cuvée un petit peu décevante. Le prochain joueur sur qui j'ai refroidi, les deux prochains, en fait, c'est des profils quasiment identiques. Oscar Hemming, le premier, allié de puissance de 6 pieds 4, situation similaire à Lawrence au sens où je l'avais top 10 après mon Linka à l'été, mais il n'a pas joué avant, je pense, la fin décembre, puis il a fait le saut direct en NCAA. Ses premières games NCAA, pour vrai, ont été incroyables. Je l'avais remis dans mon top 10. Je pense même qu'il y a un classement chez Epic, je pense que c'est le classement de janvier, que je l'avais genre 7 ou 8e, là, Oscar Hemming, gros fan. Mais là, bon, il a joué plus de games, ça a juste été un downfall à partir de là. Il a souvent été effacé. Je trouvais qu'il n'utilisait pas son tir à son avantage parce qu'il a un bon tir. Puis je réitère, c'est un allié de puissance de 6 pieds 4. Les flashs de playmaking aussi que j'avais vus dans mes autres visionnements ressortaient de moins en moins. Pourtant, il a joué avec James Haggins puis Dean Letourneau. C'était pas tant un beau fit dans certains matchs. Puis encore une fois, tu sais, il reste quand même haut sur les listes parce que je pense qu'on s'attache au fait qu'il est jeune, il est gros, il a manqué une moitié de saison. Puis c'est totalement justifiable comme raison de le garder élevé. Mais pour moi, il n'en a pas montré assez cette saison. Puis j'ai tout le temps des craintes de mettre un gars trop dans ma liste s'ils ont
s'ils n'ont pas assez montré, tu sais. Ça reste de l'imagination, tu sais, c'est sa projection. Mais ce qui n'est pas de l'imagination, c'est que c'est, à mon avis, un des attaquants qui frappe le plus fort de la QV. Fait que, tu sais, je pense que tous les éléments sont là pour qu'il devienne un power forward top 6 dans la LNH. Mais Colin, je pense que ça lui a vraiment fait mal de ne pas jouer lors de la première moitié de saison. Puis il y a trop d'incertitudes, je trouve. Il n'y a pas d'incertitude qu'il va jouer. Clairement, il y a un profil au moins pour jouer sur un bottom 6. Mais le volet top 6, en ce moment, il n'y a aucune certitude. L'autre joueur, c'est Oliver Suvanto. Situation encore une fois similaire. Un autre que j'avais adoré au Linka. En fait, c'est trois joueurs que j'ai adoré au Linka. Puis c'est des profils, en fait, que sur papier me plaisent. Puis Oliver Suvanto, si vous vous rappelez, j'avais dit à l'automne que c'est le genre de joueur qui allait grimper et faire tous les top 10 rendus au U18. Je m'attendais à le voir dominer le U18. Puis c'est pas arrivé. Centre 6 pieds 3, qui a joué dans un rôle de profondeur en Liga cette année, puis il a bien fait dans ce rôle-là, tu sais. Côté physique, maturité du jeu, il est excellent. C'est un gars qui excelle le long des bandes, qui a des flashs de playmaking également assez avancés, qui joue robuste. Son volet robustesse est vraiment dans les très bons de la QV, à mon avis. Puis c'est ça, puis c'est très bon, en fait, pour un joueur de 17 ans en Liga, mais il n'a pas produit ce qu'on se doit de s'attendre, en fait, d'un joueur de 17 ans en Liga qui joue sur une 3e, 4e ligne, là. Mais c'est pas ça le problème. J'aime ce que j'ai vu en Liga, mais le problème, c'est que quand il est arrivé contre son groupe d'âge, notamment au U18, ou c'est quoi, le Five Nations, Four Nations, en tout cas, je les mélange, il n'a pas produit. Il n'a pas plus produit contre son groupe d'âge. Puis les flashs offensifs étaient quand même limités. Super bon autour du filet, super bon en récupération de rondelles, mais j'aurais aimé le voir contrôler le jeu un petit peu plus, puis être plus un play driver ou un finisher. Mais encore une fois, Oliver Suvanto, gros bonhomme, 6 pieds 4, 6 pieds 3. Les flashs offensifs sont quand même intriguants. C'est un des jeunes joueurs de la QV. Puis le côté physique est excessivement alléchant. Fait que je pense pas qu'il glisse trop. Mais ça pourrait être une des déceptions du draft, au même titre qu'il pourrait avoir une saison D+1 l'an prochain phénoménale, puis que ça soit un des vols. Mais il y a trop d'incertitudes, puis c'est ça qui fait que j'ai refroidi. Parce que je pense que dans un classement, dans une première moitié de première ronde, ou dans un top 20, on doit viser l'upside, mais on doit viser une certaine certitude également. Puis à date, les trois joueurs que je vous ai nommés, il y a des gros points d'interrogation, et ce qui fait qu'ils glissent sur ma liste personnelle. Le prochain, c'est Landon Nix. Lui, on est complètement ailleurs. Parfait exemple que le sample size matters. Cet automne, j'avais visionné 2-3 games de Landon Nix, défenseur de la de la NCAA, pardon. J'étais tombé sur quand même des très bons moments. C'est un défenseur là, de qui personne parlait. J'avais commencé à en parler comme un potentiel riser de milieu de saison. Le problème, c'est que les bons visionnements sont jamais revenus en cours de saison, puis les drapeaux rouges n'ont fait que s'accumuler. Puis le gros problème, c'est vraiment son sens du jeu qui est devenu... en fait, les lacunes dans son sens du jeu sont devenues de plus en plus apparents. Fait que je sais même pas si je prendrais un choix pour le repêcher. Rendu là, je pense qu'il y aurait tout le temps d'autres options que je préférerais que lui. Puis c'est drôle parce que j'en parlais comme un peut-être choix de fin de première ronde à un certain moment. Fait que, comme quoi que les choses changent vite. Fait que c'est ça, c'est un gars que je pense pas qu'il a tant la vision, la prise de décision avec la rondelle dans sa propre zone est épouvantable. C'est un gars qui a une belle mobilité, évidemment, mais un coup rendu en zone offensive, comment je pourrais dire ça? Il est aussi créatif que Akon qui cherche les mots pour décrire une fille de manière respectueuse. Là. Fait que ça le fait pas. Puis le dernier joueur sur qui j'ai refroidi en cours de saison, c'est Niklas Aramolson, ailier 6 pieds et des poussières que je voyais comme un possible choix de fin de première ronde également en début de saison. Marqueur avec un profil que je croyais initialement d'attaquant de puissance. Puis c'est ça que j'ai un peu désenchanté et qui fait qu'il a perdu des notes.
Je le vois un peu moins, ce volet-là, d'attaquant de puissance. Oui, il engage quand même physiquement, mais je pense pas que c'est un gars qui a tant de gros skills physiques. Puis à son gabarit, il n'y a pas tant de runway non plus pour devenir un attaquant de puissance. Là, on s'entend à 6 pieds. J'ai des questions sur son sens du jeu également, puis son contrôle de rondelle. C'est un gars qui a des feintes très flashy occasionnelles. Mais des fois, son contrôle de rondelle est vraiment sous la moyenne. Puis des fois, il manque également là, des lignes de passe évidentes. Mais des fois, les flashs sont là. Fait que c'est très hit or miss. Puis ça me fait peur quand même. Je l'ai quand même dans ma deuxième ronde, là, don't get me wrong. Mais on est loin du gars que je voyais en fin de première à un certain moment cette année. Je pense que c'est un gars qui a un bon potentiel offensif. Il a un excellent lancer. Il a un bon patin également. Combo patin-shot, c'est tout le temps intéressant. Mais il tombe plus dans la catégorie boom or bust que ce que j'aurais voulu, en fait, en début de saison. La B-game défensive puis physique va s'améliorer, je pense, au fil du temps, mais en ce moment, ça demeure un point d'interrogation. Fait que Niklas Aramolson, j'ai refroidi, mais je pense que c'est un gars qui pourrait très bien rebondir. Puis c'est dur de l'évaluer. Quand il jouait pour la Norvège au 18, il est tout seul dans cette équipe-là. Fait que c'est quand même dur à évaluer, mais bon, à suivre. Ça achève, il reste 3 catégories qui sont les overagers que j'ai aimés, les 5 meilleurs noms, ça va aller super vite. Puis je vais terminer ça avec 5 prédictions osées le soir du repêchage. Si t'aimes ce que t'entends, puis là, ben, ça fait comme une minute, oui, 1 heure et quart que tu m'écoutes. Si tu ne me suis pas déjà, je t'invite à me suivre. Drop un petit follow. Partage ça. Envoie ça à ta belle-mère, à tout le monde. Surtout là, tes amis là, qui trippent repêchage, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de tout suivre ça. Je pense que j'ai parlé quand même de pas mal de joueurs aujourd'hui. Désolé, c'est en rafale, ça va vite. Puis commente également, c'est le genre d'affaires qui m'aide. Ça va m'aider à faire grossir la chaîne, surtout à ce temps-ci de l'année. Là, c'est mon Noël des campeurs, là, le repêchage. Tu sais, on bâtit de quoi tout le long de l'année, puis évidemment, je comprends que c'est pas tout le monde qui se soucie du repêchage en cours de saison, mais là, je sens l'intérêt monter auprès des auditeurs, puis je trouve ça vraiment motivant, puis ça serait le fun que la chaîne prenne encore là, un autre gros coup. Fait que merci de liker la page. Merci de me suivre. Dropper un petit like sur la vidéo, commenter, partager. C'est toujours apprécié. Puis par ailleurs, je t'invite aussi à me suivre sur Facebook. Je sais que Facebook, là, c'est pas à la mode là, pour les jeunes, là, mais à chaque année, puis là, on est en plein dedans, je fais le repêchage simulé de la communauté Briser la glace. Grosso modo, on passe les rangs un par un. Je vous donne 6 choix de réponse, puis vous dites mais qui c'est que vous pensez que l'équipe va repêcher à ce rang-là? Puis on simule un repêchage comme ça. Puis je ferai un épisode pour en reparler puis rire de vos choix. Fait que ça se passe sur Facebook. Briser la glace podcast. Fait que bref, il reste 3 catégories. La première, les 5 overagers que j'ai aimés cette année. Puis c'est des questions qui sont revenues en fait en début de saison. Puis en début de saison, c'est vraiment tough de déterminer c'est qui les overagers qui vont pop-up. Puis spoiler alert, je vous en avais listé beaucoup des overagers que je pensais qu'elle allait pop. Il n'y en a aucun là-dedans que je pense qu'ils vont se faire repêcher, me semble. Mais j'ai d'autres très belles trouvailles pour vous. Puis j'aime ça les overagers. Puis le premier, justement, que je vais vous parler, c'est peut-être le plus connu du lot. Puis je vais vous expliquer pourquoi j'aime ça, les overagers. Le premier, c'est Ethan McKenzie, défenseur de CP1 qui avait été sélectionné pour faire équipe Canada Junior, malgré qu'il soit un D+2, donc qui a été ignoré pas une, mais 2 fois au repêchage. J'en avais parlé alors, à ce moment-là, je l'avais présenté comme étant un des meilleurs défenseurs de toute la WHL cette année. Un joueur capable de jouer robuste malgré son gabarit. Un vrai défenseur shutdown, mais également capable, voire même plus que capable, de supporter l'attaque. Fait qu'un vrai défenseur two-way qui coche absolument toutes les cases. Le patin, il est là. L'intelligence hockey est là. Il est vieux, mais il est complet, puis il est très projetable à la LNH. Puis là, pourquoi que j'aime les overagers, puis pourquoi qu'un gars comme Ethan McKenzie, j'hésiterais même pas à le repêcher en début de 2e ronde, ou du moins en première moitié de 2e ronde, c'est que McKenzie était éligible en 2024, OK, initialement. Mettons qu'en 2024, l'année de son éligibilité, mettons qu'on fait un redraft de cette année-là, évidemment c'est tôt, là, mais mettons qu'on fait un redraft, je suis pas mal certain qu'en ce moment, Ethan McKenzie se ramasserait en fin de première ronde ou à peu près.
Fait que quelqu'un l'aurait ramassé en 5e ronde ou en 6e, 7e ronde. Dans un redraft, il tombe choix de première ronde. C'est un vol, Ethan McKenzie, là, s'il avait été repêché. Fait que pourquoi est-ce qu'il vaudrait pas un 2e choix cette année? Pourquoi tu voudrais pas aller chercher un gars qui est parmi les 32 meilleurs joueurs de la QV 2024 en ce moment, tu sais? Fait que pour moi, c'est un non-sens de passer par-dessus. Oui, il y a moins de développement dessus, mais tu viens de sauver 2 années de développement. Il est 2 années plus près de la LNH encore, tu sais. Fait qu'Ethan McKenzie, là, dans 2 ans, il pourrait peut-être jouer dans la LNH, là. Il y a 20 ans, là. Fait que, début de 2e, let's go Ethan McKenzie, on repêche ça. Ouais, gros fan. Le prochain overager, Timofey Runso. Un de mes projets préférés, Colin que je l'aime, défenseur américain, droitier de 6 pieds 2. Défenseur droitier de 6 pieds 2, on aime tout le temps ça. Ignoré l'an passé, donc seulement un D+1. La raison est simple, il avait joué en NAHL. Avez-vous déjà écouté des games de la NAHL? C'est ça, c'est comprenable, il n'a pas été repêché. Là, cette année, il débarque en WHL, puis il a vraiment été impressionnant. Il est gros, il a d'excellentes mains, c'est vraiment ce qui le rend spécial. Il joue avec un niveau de confiance absolument fantastique. Genre de gars qui active non-stop, qui transporte la rondelle en zone neutre, qui essaie de déjouer tout le monde en entrée de zone. Il a quand même un bon shot, c'est un bon passeur, puis tout ça. Puis il y a le jeu physique qui se développe bien aussi. Fait que lui aussi, je l'ai dans ma 2e ronde, je l'ai dans mon top 50. Timofey Runso, gros fan. Ouais. C'est ça. Le prochain, c'est Zach Wooten, centre 6 pieds 2, un D+2, donc joueur très vieux qui évolue en USHL. La raison pour laquelle je l'aime, c'est simple, c'est que son jeu il est très transposable. Tu sais, je critiquais des joueurs pour la projectabilité ou la transposabilité de leur jeu dans la LNH. Zach Wooten, évidemment, on parle d'un gars de 6-7e ronde, mais c'est un gars professionnel déjà, tu sais. Il est très travaillant, gros moteur, une mentalité de checker, une mentalité de joueur de Vegas, là, tu sais. Des beaux attributs offensifs également, sous-estimés, je pense. Entre autres, sa capacité de marqueur, que j'ai vu certaines séquences dans les games que j'ai vus où il était très dangereux autour du filet pour enfiler l'aiguille. Il a quand même un bon lancer. Lancer professionnel, en fait, je dirais. C'est pas un gros plafond, toutefois, mais j'aime beaucoup son plancher. Je pense que c'est un gars qui crie Ligue américaine. On parle pas d'une projection sure shot LNH, mais c'est un gars qui a le profil tellement Ligue américaine. Puis, il pourrait être appelé à un certain moment. Puis c'est ce que j'aime de Zach Wooten. Le prochain, oui, William Tomko. Profil similaire à Wooten. Overager, USHL, un gars de soutien. Moins bon, toutefois, que Wooten. Moteur peut-être un peu moins élevé, mais j'ai vu des flashs peut-être encore plus robustes que Wooten. C'est un gars que j'ai vu jouer en piqué. Fait que bref, un autre gars avec un beau profil de profondeur de Ligue américaine qui pourrait rouler sa bosse là une couple d'années et éventuellement être called up. Fait que Zach Wooten puis William Tomko, gardez ça en tête. Puis le prochain, c'est Cole Tuminaro. Énorme wildcard ici. Défenseur droitier 6 pieds 4, D+1, donc seulement été ignoré une année. Un gars excessivement robuste, seulement 16 points cette année, mais 148 minutes de pénalité. Mais la twist, c'est un D+1, certes, mais il a joué qu'un seul match l'an dernier à son année de repêchage. Fait que c'était sûr qu'elle allait pas être repêchée. Fait que moi, je le considère, oui, il est un an plus vieux, mais je le considère comme un gars à son année de repêchage, tu sais. Fait que c'est un des gars robustes cette année qui a montré certaines habiletés shutdown, puis même certains flashs d'activation offensive dans certains visionnements. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Fait que perso, tu sais, je miserais peut-être là-dessus, moi, en 7e ronde, s'il y a personne d'autre qui m'intéresse, tu sais. Un droitier de 6 pieds 4, robuste, qui a manqué du temps, fait que c'est sûr son développement est retardé, mais je pense une belle wildcard sur qui miser ici, Cole Tuminaro.
Puis évidemment, des overagers, il y en a tellement, là, tu sais, je peux pas passer à côté. Je vais en rafale, là, je vous ai déjà nommé mes 5, là, mais c'est en rafale des noms que vous avez entendus, puis c'est pour ça que je vous en parle pas, parce que vous les connaissez tous déjà. Mais Liam Lefebvre, série exceptionnelle. Liam Lefebvre va être repêché, possiblement en 3-4e ronde. Thomas Galvas, oui, D plus 2, le petit défenseur offensif, je pense que ça pourrait être son année cette année. Il continue de progresser malgré tout, puis écoute, avec ce que les Hudson font, il y a peut-être une place pour Thomas Galvas. Thomas Galvas, en tout cas. Jonas Wu aussi, Medicine Hat, saison exceptionnelle, D plus 1. Un petit défenseur également, mais tellement le fun à regarder. Difficile à projeter, mais en tout cas, sinon, Egor Barabanov, ou même un gars comme Yaroslav Brizgalov, c'est un gars que j'avais détesté l'an dernier, un gros bonhomme là, de 6 pieds 4, me semble, avec un patin épouvantable, mais il a progressé. C'est ce qui est beau. Fait que Brizgalov pourrait peut-être être repêché cette année. Fait quoi? Une belle année d'Overagers quand même. Ensuite, et puis il y en a plein, là, le frère de Colin Graff, il est là. Matthew Grimes aussi, non à garder en tête. Lui, il va être repêché. Je suis pas mal certain, un défenseur offensif. Bref, je m'écarte. Sinon, le top 5, non. La catégorie des 5 noms, les meilleurs. Les meilleurs noms. Le premier, je pense que c'est mon préféré. Là. J'ai pas mis de classement, et lui, c'est pas mal un de mes préférés. André Mondou. C'est le nom le plus boomer québécois ever, mais c'est un défenseur de la WHL. André Mondou. Un gros défenseur de 6 pieds 3. Lauren Kelly, chez Elite Prospects, l'adore. Il va être dans notre classement final. Fait que André Mondou, gros fan. Le prochain, c'est le... Tu sais, des fois... Je mets des noms dans mes top 5 parce que c'est des noms drôles, à double sens, ou comme Cutter Gauthier, c'est incroyable comme nom, ou Cannon Thibodeau qui s'en vient l'an prochain. Mais lui, je l'aime parce que c'est juste la vérité, son nom. C'est le nom le plus véridique qu'on a jamais entendu. C'est Romain l'Italien. Je vous laisse mijoter là-dessus. Le prochain, Cooper Plotz. Joseph Armouche, puis André Chitov. Puis je termine ça avec 5 prédictions osées pour le soir du repêchage. Évidemment, je beurre plus épais que le pape en demande, là, mais c'est basé sur un gut feeling, puis sur comment que les dernières années se sont déroulées. Puis s'il n'y a aucune de ces prédictions-là qui se réalise, c'est pas grave. On s'amuse. J'essaie juste, en fait, de lever des points pour élargir un peu, think outside of the box, ouvrir nos horizons. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour ne pas être sur le cul, mais que ça se produise? La première, je vous ai déjà mis la puce à l'oreille dans mes différents mock drafts, mais je crois sincèrement que Maddox Dagenet va être un choix top 15 lors du repêchage. Je l'ai même moqué à 2 reprises, 12e au New Jersey. Je pense que ça va être un gros riser le jour du draft. Puis je rajoute une twist. Non seulement il va être un choix top 15, mais ça va être le seul joueur de la LHJMQ repêché en première ronde. Oui. En ce sens, ma deuxième prédiction osée, c'est que Xavier Villeneuve va être au mieux le 4e joueur de la LHJMQ sélectionné. Il va avoir Dagenet, il va avoir Blyle, il va avoir Shilov, il va peut-être même avoir Lars Steiner ou Liam Lefebvre, si une équipe y croit assez, puis que Xavier se ramasse à genre 62e. Là. Mais ouais, je pense vraiment que Xavier Villeneuve va glisser plus qu'on pense. Je sais pas si c'est les comparaisons à Lane Hudson là, qui me font penser de même. Là. Puis je vous le dis, je suis transparent avec vous autres. Là. Moi, Lane Hudson, là, pas Lane. Oui, Lane Hudson, vous voyez, je les mélange. Xavier Villeneuve, je l'ai eu dans mon top 10 toute l'année, là. Puis c'est encore ça, là. Tu sais, chez Elite Prospects, là, on l'a eu, là, novembre, janvier, avril, on l'avait 6e sur notre liste. Fait que, on est tous des gros fans de Villeneuve. Je suis encore un gros fan. Je pense que c'est le plus gros potentiel offensif de cette cuvée-là. Mais on dit la même fucking chose de Lane Hudson. Puis il a glissé. Fait que je pense que Villeneuve va glisser lors du repêchage. Et je pense que ça va être au mieux le 4e joueur de la LHMQ sélectionné. 3e prédiction. Je pense qu'il y a au moins 2 gars parmi Brooks Rogowski,
Oliver Svento puis Ilya Morozov qui vont être des choix top 20. C'est pas tant osé. En fait, je change ça. Je pense que Brooks Rogowski va être repêché autour de 15. Ça va être ça ma prédiction. Gros centre de 6 pieds 7. Là. Quatrième prédiction osée. J'en ai un peu parlé tantôt, mais Marcus Nordmark va être un choix de 4e ou 5e ronde. Puis l'autre, écoute, j'y crois vraiment pas. Mais j'en parle parce que ça me ferait vraiment rigoler. Puis on se doit de réfléchir à ce scénario-là. Mais je pense que les jumeaux Rock ne seront pas repêchés par la même équipe. Ça serait quand même hilarant. J'imagine juste une équipe, là, justement, repêcher Marcus après qu'une autre équipe ait repêché Liam, juste pour les menacer et leur demander une grosse valeur pour Marcus. Ça me ferait vraiment rigoler. Fait que bref, c'est tout. Ça a vraiment été plus long que ce que je pensais, cet épisode-là. En même temps, je vous ai parlé de plus de 50 joueurs, fait que j'espère que ça a été pertinent. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ça. Dites-moi en commentaire si il y a d'autres top 5 que vous aimeriez que je fasse dans un prochain épisode. Évidemment, il reste plus tant de temps avant le repêchage, mais peut-être que s'il y a assez d'idées, on pourra en faire un autre. Je sais qu'il y a eu beaucoup de demandes pour ça, puis le prochain épisode, je veux vraiment que ça soit les jeux des comparaisons. Fait que ça aussi, écrivez-moi en commentaire si vous avez des comparaisons. Évidemment, je veux passer beaucoup de temps à comparer les meilleurs défenseurs entre eux autres, comparer les Reed Carrolls, Gustafsson, Schmitz, Rudolph, Lynn ensemble. Ça, je veux mettre du temps là-dessus. Mais il y a d'autres idées là, de comparaison que je veux faire. Entre autres, mettons... je sais pas, les gros attaquants de milieu de première, tu sais, comparer les Dagenet, Suvanto, Morozov, Hemming, Rogowski, je pense que ça pourrait être intéressant. Comparer les marqueurs avec faiblesse, tu sais, les Preston Hurlbert, Hermanson, Klepov, peut-être Nordmark. Comparer des joueurs comme Cover, Shilov, Hextall ensemble, où vous parlez des gros défenseurs. Il y a plein de défenseurs format géant, que ce soit Sokolovski, Burek, Sean Burek, on va le dire comme du monde. Jonas Kemps aussi, qui va peut-être monter. Mais pourquoi Sokolovski est autant meilleur que Burek et Kemps? Je peux analyser tout ça, mais dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, le jeu des comparaisons et quelle comparaison que vous aimeriez le plus entendre. Fait que merci encore pour votre écoute. Merci pour votre support. Puis, je pense à ça, là. On est tous en train de vieillir. Bientôt, on va dire des phrases de boomer du genre « Hey, ce resto-là font vraiment des bons fish and chips. Je dois y aller. J'ai une vie après tout. » Hommage à Guy Jodoin pour sa dernière du tricheur. Merci, Guy.